Vous le savez, ici on parle vélo sous toutes ses formes. Alors si je vous disais qu'il existe en France une fédération qui vous fait vivre cette passion toute l'année partout en France. La Fédération française de cyclotourisme, FF Vélo, à ne pas confondre avec la FFC. C'est plus de 110 000 adhérents, 3000 clubs sur toute la France et des milliers d'événements pour tous les styles, toutes les pratiques et surtout celui du plaisir de rouler sans compétition mais avec passion. Que vous soyez déjà dans un club ou que vous rouliez entre amis le week-end, sachez qu'il est très simple de créer votre propre asso et de rejoindre la fédération. En vous affiliant, votre asso et ses membres bénéficient d'une couverture adaptée et vous êtes couvert en cas d'accident, qu'il soit dans le cadre d'une sortie groupée ou même en solo. Cela vous garantit une tranquillité d'esprit lors de vos sorties tout en offrant un cadre sécurisé pour organiser vos événements avec le soutien de la fédération. Alors que vous soyez 5, 10 ou 20 à rouler ensemble, créez votre association, c'est simple, accessible et cela peut tout changer. D'ailleurs, du 3 au 10 août à Orléans, FF Vélo organise la semaine fédérale, 8 jours de vélo et de fête avec des parcours route, VTT et gravel ouverts à toutes et tous. Et pour les amateurs de défis, il y a aussi la cyclo-montagnarde, 200 km, 4000 mètres de dénivelé, un véritable challenge. La Fédération française de cyclotourisme, c'est le vélo pour tous, avec tous. Toutes les infos sur le site ffvélo.fr. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Tous en selle. Bonjour Vincent. Bonjour. Je suis très heureux, on est à Chambéry, confortablement installé, puis j'ai la chance d'avoir face à moi Vincent Lamenu. Comment ça va Vincent ? Bien. Ma foi, pas de problème, ça se passe bien. Voilà, j'ai une nouvelle vie depuis quelques mois, donc je m'adapte à cette nouvelle vie et puis voilà, je fais d'autres choses. Alors, on va parler de cette nouvelle vie, on va parler du futur, mais on va aussi revenir dans le passé. Si je vous dis Vincent, 1981, un jeune coureur remporte le circuit de Saône-et-Loire, cher au président Bertin. Je parle de qui ? 1981, circuit de Saône-et-Loire. Oui, vous parlez vous parlez du Saône-et-Loire et puis de ma victoire, c'est ça ? Voilà, oui, exactement. Je me rappelle bien. Ouais, exactement. Alors c'était une épreuve quand même assez importante et le fait de le gagner, oui, c'était un bon moment. Ouais. Il y avait la Côte du Chon à cette époque. Oui. Le final, la dimanche. Alors, je sais pas si c'était le final. Je pense pas que c'était pas le final, non. Mais c'est là que j'avais fait la différence pour prendre le maillot. Ouais. Alors, pourquoi je parle effectivement du circuit de Saône-et-Loire ? 1, parce que je l'ai fait 4 reprises. Ouais. 2, parce que j'étais licencié au Club du Creusot. D'accord. Voilà, donc forcément, quand j'ai vu votre nom dans le palmarès du circuit de Saône-et-Loire, forcément, ça m'a interpellé. D'ailleurs, 2 ans avant un certain Jean-François Bernard, qui l'a remporté lui aussi en 83. Et puis aussi, j'ai fait le circuit de Saône-et-Loire avec un certain Alexandre Vinokourov en 96, l'année juste avant que vous puissiez le récupérer dans l'équipe, en 97. Il a dû vous épater, je pense. Il a gagné 3 étapes sur 4. Ouais, il était incroyable. Et la 4e étape qu'il n'a pas gagnée, il s'est fait rattraper 3 km avant la ligne d'arrivée, après 170 km d'échappée. Ouais. Donc oui, un véritable phénomène, circuit de Saône-et-Loire remporté, enfin en tout cas, où de grands champions ont participé. Mais je voulais commencer cet épisode par vous remémorer ce bon souvenir. C'était un bon moment, surtout que j'ai gagné de mémoire avec 12 secondes au classement général sur un autre Vincent qui s'appelait Vincent Brucci. Vincent Brucci, j'ai couru avec son fils. Ouais, et son fils a couru derrière. Exactement. Donc voilà, j'ai remporté cette épreuve. Ça a été chaud parce que je me suis fait lâcher par Brucci parce qu'ils m'ont attaqué dès le début de la dernière étape et j'avais pas une grosse équipe pour défendre le maillot. Et donc, je me suis battu comme un diable pour essayer de conserver le maillot. Je l'ai conservé pour 12 secondes, donc c'était très chaud. Avec certainement un Gérard Dessertaines, Vincent Brucci, Gérard Dessertaines. Ouais. D'ailleurs, Dessertaines m'avait donné un petit coup de paluche pour défendre. Je l'avais motivé pour qu'il roule un peu avec moi. Donc, qui avait été un double champion de France amateur. Oui, exact. Ouais, tout à fait. Gérard était un bon coureur. Et j'en profite pour passer le bonjour à Franck Brucci, qui est le fils de Vincent, avec qui j'ai cru en élite justement, donc qui écoute probablement cet épisode. Donc voilà, je voulais commencer cet épisode par ce... c'est un des bons moments. Par se remémorer ce bon moment, mais aussi que vous puissiez nous expliquer vos débuts dans le cyclisme, puisque là, on n'est pas très très loin du premier club dans lequel vous êtes licencié. On est à Chambéry. La Motte Servolex, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Comment se sont passés les débuts pour vous ? Pourquoi le cyclisme ? Est-ce que depuis tout petit, c'était une passion ? Comment ça vous est venu ?
Alors déjà, je suis pas issu d'une famille cycliste parce que on voit beaucoup de coureurs dans les pelotons amateurs ou professionnels derrière qui sont issus de familles cyclistes, hein, des générations comme ça. Moi, c'est pas le cas. Par contre, ce qui m'a, on va dire, amené au cyclisme, je pense, c'est ces images que j'ai eues à Briançon avec le passage du Tour, tout simplement. Parce que Briançon était une étape, on va dire, habituelle, mythique. Et mes plus vieilles images qui me reviennent de mon enfance, c'est le passage du Tour de France. Donc, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Et ça vous a marqué? C'est mon papa qui m'avait amené, oui, oui. Et puis, voilà. Puis après, je suis venu par hasard, tout simplement, cycliste, parce qu'un jour, il y a mon frère qui est arrivé à la maison me disant il y a monsieur Dazin et monsieur Georges à Briançon qui m'ont monté un club de vélo, je veux faire du vélo. J'ai dit, toi, tu fais du vélo, moi, je vais faire du vélo aussi. C'est parti comme ça, tout simplement. Donc, voilà, on n'avait aucune culture cycliste, aucune habitude, aucune connaissance des entraînements. Donc, c'est là que votre vie a basculé quelque part, parce que quand on voit tout ce qui va se passer derrière. À l'âge de 13 ans, j'ai décidé un coup de suivre mon frère, de faire du vélo. Donc, lui, il en a fait une année. Il n'a pas mordu, voilà. Et moi, je continuais à faire ce sport que j'aimais bien, mais vraiment en dilettante, hein, parce qu'on n'avait encore aucune connaissance des entraînements, ceci, cela. Donc pendant 4-5 ans, j'ai fait du vélo gentiment, on va dire. J'ai commencé à gagner mes premières courses en KD2. Là, j'ai gagné ma première victoire. Alors là, c'est une grande fierté, hein, la fameuse première victoire, où je me rappelle des détails tout bêtes, hein, mais je me suis demandé comment tu vas faire pour dépioter le bouquet pour donner la rose à la fille. Ça, c'était une vraie question. Parce que c'est une tradition. Quand on gagne une course de vélo, du bouquet qui nous est remis, on remet. Voilà. Et ça, c'était une vraie question. Comment faut-il que je le fasse? Et donc, je me rappelle la photo. Je voyais ce bouquet qui était tout dépioté. Je m'étais mal pris. Mais donc, j'avais remis la fleur à la miss. Et après, j'ai regardé une deuxième course, je me rappelle, à Sarian, dans le Vaucluse, en rentrant de vacances avec ma maman, un peu par hasard. Voilà, c'est mes premières victoires en KD2, et puis après junior, et puis après, je suis parti à l'armée. Et à l'armée, j'avais 20 ans, je suis parti assez tôt à l'armée, à 20 ans, et je m'étais dit, je vais faire l'armée, puis après, je vais travailler, je ferai du vélo comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré quelqu'un que je côtoyais dans les courses, qui s'appelait Jean-Luc Parodi, qui était un coureur de Marseille, et qui lui m'a soufflé l'idée de faire du vélo sérieusement en me disant tiens, mon père va m'autoriser, c'est lui qui disait ça, il va m'autoriser à faire du vélo comme si c'était des études pendant 2 ans pour envisager de passer professionnel. Et puis là, ça trottait dans ma tête, je me suis dit tiens, mais je suis au moins aussi bien que lui, donc je vais proposer ça à ma maman. Et donc, je suis allé voir ma maman un week-end où j'étais en perm, et je lui dis écoute, Jean-Luc va faire du vélo pendant 2 ans, comme si c'était des études, c'était ça l'argument principal. Et ma mère, qui souvent me disait un petit peu oui à tout ce que je demandais, m'a dit d'accord. Donc voilà, finalement, le vrai départ, on va dire, pour faire du vélo sérieusement, était là, à 20 ans. Et quand je suis sorti à la fin de mon armée à 21 ans, j'ai commencé à faire du vélo sérieusement. C'est là que j'ai fait, entre guillemets, le métier, comme on dit. Voilà, comme si c'était des études, ça voulait dire sérieusement, avec un programme. Voilà, c'était l'argument à donner à ma maman pour qu'elle m'autorise à faire du vélo, mais c'était comme si, effectivement, je reprenais des études. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait du vélo sérieusement, ça a marché tout de suite, parce que dès ma première année, j'ai gagné 11 courses en première catégorie. Oui, donc déjà, oui. J'ai eu ma première sélection, parce que j'étais passé au comité Dauphiné-Savoie à ce moment-là. Première sélection avec le comité Dauphiné-Savoie, je fais le tour du Vaucluse international avec les Tchèques, les Allemands de l'Est, les Italiens. Voilà, moi, je connaissais rien, je savais pas faire une bordure, rien. Au départ, il était à Avignon. Au bout de 50 mètres, il y avait du vent, pas possible. On s'est retrouvé dans une bordure. Et finalement, j'ai terminé 2e français et 14e du classement général. Donc, ça venait confirmer. Voilà. On est monté le Ventoux d'ailleurs cette année-là. Donc, oui, je me suis dit, tiens, c'est pas trop mal cette histoire, donc on va continuer. Et les compétences, c'était quoi à ce moment-là, Vincent? C'était plus rouleur, grimpeur? J'étais un peu polyvalent. Il me manquait certainement une qualité forte. Je n'étais pas un pur sprinter, j'allais assez vite. J'étais assez puissant. Je grimpais bien sans être un pur grimpeur. J'étais un très bon descendeur, par contre, parce que j'ai fait un peu de ski aussi en compète quand j'étais gamin. Donc les trajectoires. Et je pense que oui, voilà, ça c'était mon point fort. Et notamment les descentes sous la pluie. J'étais très fort là-dessus. Mais bon, ça suffit pas pour gagner le Tour de France. Ouais. Mais voilà, j'avais des bonnes petites qualités. Après, je suis passé pro très tard. Je suis passé pro à 26 ans. Très tard.
comparé à Non, aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tard déjà. C'était tard déjà, Ouais. oui, c'était tard. J'avais failli passer pro chez Mercier avec Jean-Pierre Danguillaume quelques années avant, avec De Gribaldi chez Sem France Loire, je crois que c'était à l'époque. Et ça n'avait pas marché. Et finalement, j'avais décidé d'ailleurs fin 82 d'arrêter parce que j'avais 26 ans. Et je m'étais dit, bah, je vais arrêter là maintenant. Je vais pas faire du vélo sérieusement, je vais travailler. Et d'ailleurs, j'avais trouvé un travail sur Chambéry ici. J'avais décidé de travailler pleinement. Hein. Je travaillais à la MSA. Et puis, je savais qu'il y avait une équipe qui se créait à Pélussin, Saint-Étienne, avec Pierre Ivory et Michel Nedelec. Et j'ai porté ma candidature pour pourquoi pas passer dans cette équipe-là. Et finalement, j'ai été le dernier retenu de cette équipe, qui est une équipe qui n'a pas duré bien longtemps, puisqu'au bout de 6 mois, on n'était plus payé. On a pu quand même courir, on avait eu le droit de courir jusqu'à la fin de saison. Mais c'est mon passage chez les professionnels en 1983, grâce à Pierre Ivory et Michel Nedelec. Donc, c'était un moment important de ma vie, parce qu'après, il y a tout ce qui en découlait, qui a fait que... Voilà. Mais c'est vrai que ça tient à quelque chose. Mon frère qui vient me voir chez moi, je vais faire du vélo comme toi. La rencontre avec Jean-Luc Parodi à l'armée qui m'encourage à faire du vélo sérieusement. Et puis cet accord de Pierre Ivory et Michel Nedelec pour que je passe pro. Donc, c'était les débuts, les grands débuts. Et comparativement, on va parler des générations d'aujourd'hui, mais j'imagine qu'on passe plus professionnel de la même manière. Aujourd'hui, il y a tout un cheminement qui est différent. Oui, tout a changé. Hein. Déjà, les équilibres entre Avant, les clubs, et c'était essentiellement les clubs parisiens qui faisaient que les coureurs passaient... Créteil, Corbeil, Aubervilliers. La CBB, bien sûr. Voilà, bon, nous, on était dans un club provincial et on avait plus difficilement accès au passage des professionnels. Ça, c'est une chose. Depuis, évidemment, tout le secteur amateur s'est déjà professionnalisé. On voit aujourd'hui les coureurs amateurs sont capables de rouler à des vitesses incroyables. Ils ont des notions de diététique, d'entraînement, Certains ont même des agents aujourd'hui. Tout a bien changé. Voilà, nous, c'était vraiment de l'amateurisme. Même quand moi, j'étais première catégorie, il y avait des tas de choses que l'on ne faisait pas, notamment en termes de diététique, nutrition, tout ça, on était largués, quoi. On était complètement à la rue. Hein. Alors, je sais qu'il y avait effectivement un passage Saint-Étienne, Pélussin. J'ai trouvé que dans votre parcours, Vincent, il y avait vraiment toujours cet esprit de, je ne sais pas si on peut dire famille, mais d'amitié. Parce que pourquoi ça, Pélussin, Saint-Étienne, je pense à Alexander Vinokourov, qui était également à Saint-Étienne. Je pense aussi à Jourdi, qui était un coureur avec Cyril Dessel de Pélussin. À Gilles Mas, qui avait couru avec moi et que j'ai embauché comme directeur sportif ensuite. Donc, on sent que vous avez quand même une certaine fidélité aux gens que vous avez rencontrés sur votre parcours. Oui, certainement que c'est ma nature de faire confiance aux gens avec qui on se sent bien, hein, d'autres personnes. Hein, François Pignatelli, qui a été un masseur de l'équipe de Saint-Étienne-Pélussin et qui a été ensuite assistant chez moi pendant des années et des années. Ouais. Alors, il y a plein de gens. Dominique Garde, qui a été un très, très bon coureur, qui a été professionnel chez Peugeot. Quand il a fait sa carrière, moi j'ai pris comme directeur sportif adjoint. C'était mon premier directeur sportif adjoint. Et puis il n'a pas eu le choix sur le plan familial. Il a décidé d'arrêter de faire ce métier-là parce que son épouse ne souhaitait pas le voir partir par bons et par bons. Donc elle lui a pas laissé le choix. Mais c'est vrai que je me suis toujours entouré de gens que je connaissais, avec qui j'avais confiance et avec qui je me sentais bien. Oui, je crois que c'est quelque chose d'important de travailler avec des gens avec qui on se sent bien. Ouais. Ça permet effectivement d'être un peu plus libre et d'exprimer toutes nos envies. Et puis il y a eu aussi donc le passage professionnel, il y a eu un Tour de France. Un Tour de France, oui. Alors effectivement, quand on va dire quel Tour de France c'était, les gens vont s'en souvenir. C'était l'année effectivement où Fignon... 8 secondes. 8 secondes. Ouais. Alors quand on est coureur cycliste professionnel, qu'on est dans le peloton, qu'on n'est pas concerné par la victoire, mais qu'elle se dispute, est-ce que vous étiez passionné par ce duel ? Est-ce que vous vous souvenez de ce dimanche-là qui était un contre-la-montre sur les Champs-Élysées ? Oui. Départ de Versailles. C'est ça. Arrivé sur les champs. Alors, déjà, le Tour, on peut en parler un peu parce que c'est ce qui a marqué, c'est ce qui marque, on va dire, la carrière d'un coureur professionnel. C'est vrai que pour le grand public, ceux qui ne connaissent pas forcément le vélo professionnel, Tour de France. C'est sûr. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle toujours des mots de ma grand-mère à l'époque, quand j'habitais Briançon encore, et que j'étais acharné à faire du vélo, mais à mon niveau amateur. Elle me disait toujours « Ah, mon petit-fils, il fera le Tour de France un jour. » Voilà, ça, c'était toujours les mots de ma grand-mère. Et le fait d'avoir fait le Tour de France me suis remémoré, ma grand-mère a eu raison. Donc,
quand on a fait le tour, on a le sentiment qu'on a été un vrai professionnel. La sélection a été dure à aller chercher. J'ai réussi à faire cette sélection. Et là, encore une fois, je l'ai fait tardivement parce que je pense que j'avais 33 ans quand j'ai fait le tour. Et aussi, quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait une étape à Briançon qui est arrivée cette année-là. Et là, c'était certainement l'apogée de ma carrière en termes de sensations et de reconnaissance du public. Parce que, sûr. Vous savez, dans l'école, quand l'Alpe d'Huez, par exemple, on voyait Bernard Hinault passer, on entendait la rumeur et la clameur du public, dire Hinault, 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 voilà. Donc, et ben à Briançon, il y avait cette clameur, mais pour moi. Donc, j'ai eu mon moment de gloire dans ce qu'on appelle la chaussée à Briançon, qui est une route toute droite qui part du bas de la ville et qui monte dans la haute ville. C'était là où il y avait mon collège et mon lycée à l'époque. Et là, j'ai eu effectivement ces gens qui m'encourageaient. J'avais les poils droits sur les bras. Voilà, donc c'était un grand moment. Et puis effectivement, j'ai terminé le tour à Paris, je crois que 65 ou 66e de mémoire. Et c'est l'année où Laurent Fignon a perdu le tour pour 8 secondes contre Lemon sur un dernier contre-la-montre qui partait de Versailles et qui est arrivé sur les Champs-Élysées. Donc moi j'ai fait ma course. Effectivement, ensuite, comme j'arrivais avant... Dans quelle équipe vous étiez, Vincent ? J'étais chez Fagor, l'équipe de Stéphane Roche. Voilà. Donc c'était un moment qui a marqué évidemment mon histoire. C'est très important. Forcément. Et puis après, à quel moment vous vous êtes dit directeur sportif, c'est peut-être pas mal ? Alors, si on reprend tout le fil de mon histoire, mais je ne vais pas vous le raconter parce que c'est trop long. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y avait déjà cette notion de un jour je ferai mon équipe ? Mais je veux déjà voir comment ça se passe. Un jour, alors déjà, je suis passé professionnel en 83. Mon hiver 83-84, je l'ai passé à Montry, à côté de Paris, pour passer mes brevets d'État. Et mon hiver 84-85, je l'ai passé aussi à Montry pour passer mon brevet d'État deuxième degré. Ce qui veut dire que j'avais une certaine envie de ensuite travailler dans le vélo en tant que directeur sportif, entraîneur, je ne savais pas trop à l'époque, mais j'avais cette volonté, j'avais fait des efforts vraiment de monter l'hiver, les 2 hivers à Paris pour passer mes brevets d'État. Donc voilà, j'avais ça au fond de moi-même. Après, ce sont les circonstances de ma carrière pro qui étaient assez décousues parce que j'ai eu très peu d'équipes structurées qui m'ont permis de m'exprimer. J'ai eu Fagor, là, 87-88. J'ai eu RMO avec Bernard Thévenet qui était le manager à cette époque-là. Ça, c'était en 85. Et après ça, j'ai eu des difficultés, des équipes un peu brinque-ballantes. Et en 91, j'avais plus d'équipe. Enfin, je n'allais plus avoir d'équipe pour 91. Et là, j'ai rencontré un personnage qui s'appelle Monsieur Chazal. Et je lui ai motivé de dire, écoutez, si vous me suivez, que vous m'accompagnez, en gros, vous me payez mon salaire, je peux rentrer dans une équipe suisse, une petite équipe suisse l'année prochaine. C'est ce qu'il a fait. Il a accepté mon offre. Et donc, il m'a sponsorisé. Et j'avais sur le maillot de cette équipe Mozoka, c'était marqué Chazal. C'est lui qui a payé mon salaire et ça m'a permis de faire une dernière année de compétition en 1991. Et cette année-là, je voyais bien que... Alors moi, j'avais 36 ans. Et il y avait très peu d'équipes à l'époque. Il y avait 4 équipes. Et on savait que Toshiba allait arrêter sa carrière. Et donc, je savais bien qu'il n'y aurait plus de place pour moi parce que ça faisait déjà pas mal d'années que je galérais pour retrouver un contrat. Et je me suis dit, tiens, bon, il y a M. Chazal qui est là. Il y a un autre sponsor français dans l'équipe qui est présent. Peut-être qu'on peut faire rencontrer ces gens-là pour se dire et créer un nouveau projet. C'est ce que j'ai fait à l'initiative. J'ai pris l'initiative de faire rapprocher ces deux sponsors, M. Chazal et aussi la personne, le patron d'Eurotel à l'époque. Je les ai réunis à Paris et j'aurais présenté ce projet pour l'année 92. Je dis voilà, on peut créer une nouvelle équipe, plus petite équipe avec un petit budget. Et sur le coup, après quelques heures de discussion, ils m'ont dit banco, on y va, on te suit. Voilà. Je l'ai annoncé d'ailleurs à la presse le lendemain, puisque je faisais le Tour de l'Oise, qui était organisé par ASO. Et je l'ai annoncé à la presse à ce moment-là. Donc, il y a un article dans l'équipe qui est apparu en disant nouvelle équipe, avec point d'interrogation, nouvelle équipe française pour 1992 avec Vincent Lavenu, un projet. Évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Oui, c'est sûr. Il y a eu plein d'aléas, d'ailleurs,
la personne d'Eurotel s'est désolidarisée de notre projet. Donc, je me suis retrouvé avec uniquement M. Chazal qui me suivait toujours, mais il m'a dit moi je veux bien te suivre, mais il faut qu'on ait un deuxième sponsor. Ouais. Et les mois passés, ma carrière s'est arrêtée en novembre. J'ai terminé ma carrière en novembre 91 au 6 jours de Bordeaux. Et j'avais toujours pas mon deuxième sponsor qui me permettait de partir. Et puis un jour, j'ai reçu un appel téléphonique à la maison. On n'avait pas les portables comme aujourd'hui. Donc, je décroche mon téléphone de domicile et là, une personne m'appelle et me dit vous ne connaissez pas, mais on a un peu couru ensemble par le passé. Je sais que vous cherchez un sponsor pour créer l'équipe. Et moi, je n'ai pas beaucoup de budget, mais j'ai une petite entreprise qui s'appelle Vanille et Mûre. Ce sont des parfums pour enfants. Et on pourrait pourquoi pas vous accompagner. Voilà le chiffre qu'on pourrait mettre. Donc, j'ai décroché tout de suite mon téléphone pour appeler M. Chazal et lui dire, voilà, on a un nouveau sponsor qui veut nous rejoindre. L'aventure est partie. Est-ce que ça peut le faire le juin? On s'est rencontrés, on a rencontré, les deux personnes se sont rencontrées, M. Chazal et Alain Bianchetti se sont rencontrés ici à Chambéry. Et puis, on est tombé d'accord. Et de ce fait, il y a un troisième sponsor qui nous a appelés, Pascal Cordier de la société Veta. Et donc, voilà, donc l'équipe est partie. Alors ça, c'était très tardif. Je pense que l'accord, on a dû l'avoir mi-décembre ou début décembre. Ce qui veut dire que les coureurs... partir l'année d'après. Alors, les coureurs, ils étaient... Alors, ça partait pas si tôt, ça partait pas dès janvier. Si, la première course, elle était fin janvier au tout début février. C'était pas le Grand Prix de la Marseillaise comme maintenant, c'était la ronde pyrénéenne à l'époque. Mais c'était les mêmes dates. Donc, c'est très court. Les coureurs, eux, il n'y avait pas d'équipe. Il y avait Toshiba arrêté, donc il n'y avait plus que 3 équipes. Il restait 3 équipes. Il restait Z, je pense. RMO. Il restait RMO et il restait Castorama. Et donc, moi, en créant Chazal, j'ai créé la 4e équipe française. Donc, ça veut dire qu'il y avait des tas de coureurs qui étaient sans contrat et qui étaient accrochés à cette réussite potentielle. Et le fait qu'effectivement, M. Chazal, Alain Bianchetti de Vanille et Mûre et Pascal Cordier de Veta donnent leur accord, ça a permis de lancer cette équipe. Ça veut dire qu'on a construit l'équipe en 1 mois et demi. Et alors, ça me fait penser à, est-ce que vous vous êtes révélé sur cet esprit d'entrepreneur? Parce qu'il faut être entrepreneur pour faire ce que vous avez fait. Oui. Est-ce que vous l'aviez avant ou est-ce que vous vous êtes découvert entrepreneur à ce moment-là? Je l'avais certainement dans l'âme parce que j'avais déjà réuni des coureurs régionaux quelques années précédentes en imaginant la création d'une équipe. Mais bon, c'était vraiment... c'était pas comme maintenant, tout n'était pas structuré, il n'y avait pas d'agence de com, on n'avait pas de PowerPoint, on n'avait pas tout ça. Tout était écrit sur des... Mais ça veut dire que j'avais déjà un peu au fond de moi-même. Et puis, j'ai osé aller au bout de mes convictions, aller au bout de ce que j'aimais et proposer à des personnes qui ont été essentielles à ma vie, et notamment M. Chazal, encore une fois, qui est le premier qui m'a tendu la main. Ouais. Donc, et je me suis effectivement au contact de cette aventure-là, je me suis découvert entrepreneur, mais je suis un autodidacte. Donc, j'ai tout appris sur le tas, mais j'étais dépassé je travaillais 17 heures par jour pour arriver. Alors, je me rappelle, j'appelais à l'époque Cyril Guimard, Roger Leger pour dire, et là, comment ça se passe? Et là, l'organisateur, c'est qui? Tu as son téléphone? Comment tu négocies? Enfin, bref. Et vous avez senti, il y avait une solidarité à ce moment-là entre les directeurs sportifs ou les responsables Ils ne dévoilaient pas tout, mais à chaque fois que je posais des questions, je pense qu'ils étaient quelque part... rassurés de voir une nouvelle équipe se créer puisqu'il y avait très peu d'équipes en France, surtout que je ne jouais pas sur leur terre, on était une petite équipe de copains et des jeunes, donc j'ai effectivement eu de la solidarité. 7 victoires dès la première année, je crois. 7 victoires dès la première année, donc la première victoire, c'était une étape du Tour du Vaucluse avec Jocelyn Jolidon, évidemment première victoire elle compte, et ce Tour du Vaucluse on l'a remporté avec Forest. Avec je sais pas son prénom là, Robert Forest, qui était un très bon coureur, et puis l'aventure était partie. Donc 7 victoires la première année. Mais tout à l'heure vous avez dit j'ai demandé à M. Chazal, on peut faire une équipe une année, mais ça veut dire que d'année en année vous deviez convaincre à nouveau des partenaires, ramener les gens avec vous dans l'aventure pour une année supplémentaire. Oui, disons qu'à l'époque, on ne faisait pas des plans sur 3-4 ans. Il est évident qu'un partenaire ne venait pas faire, comme on dit aujourd'hui, un one-shot, mais s'il se lançait de l'aventure, ce n'est pas pour une année. Mais par contre, on signait les contrats une année sur une année. Donc, tout était plus précaire. Mais bon, M. Chazal et Vanille Mûre étaient tout à fait satisfaits des retombées que ça pouvait représenter par rapport à des petites entreprises, finalement.
Donc voilà, il y a que la 3e année, donc la 3e année, monsieur Chazal m'a dit: «Écoute, là, on peut plus suivre, la dimension de mon entreprise ne me permet pas de suivre». Parce que c'est vrai que toutes les années, il fallait monter en puissance, prendre des coureurs Bah oui. supplémentaires, envisager de faire le tour, voilà. Donc il fallait augmenter les budgets et à un moment donné, l'investissement, de monsieur Chazal, par rapport à l'équipe était trop important. Donc il m'avait prévenu au moins 1 année avant, donc c'est-à-dire, fin 94, il m'avait dit: «Écoute, on fait l'année 95 et après on pourra pas». Donc là, j'ai eu une année où il a fallu absolument que je puisse trouver un repreneur. Et c'est vous qui avez fait les démarches? J'ai fait les démarches, mais là encore une fois, c'est les rencontres de la vie qui font qu'il y a des choses qui marchent. Vers le mois de mai, avril-mai, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Jean-Yves Grand, encore une fois de Saint-Étienne, qui avait une petite agence de com à ce moment-là, et je lui ai raconté mon histoire. Je dis: «Écoute, voilà, on cherche un sponsor, tout ça». Donc il s'est pris en amitié pour moi. Et il m'a aidé à chercher des sponsors. Donc on a cherché, on a rencontré des tas de gens. Quand c'est comme ça qu'on est accroché à son entreprise, à faire vivre son entreprise, on s'accroche à toutes les branches qui peuvent. Et on a rencontré des personnages incroyables, des gens qui étaient farfelus complètement, qui nous racontaient des histoires. Mais on croit à tout. À ce moment-là, on est obligé de croire à tout, d'exploiter tout ce qu'on pouvait. Et donc Jean-Yves m'a accompagné. Je me rappelle le soir de Noël, donc 95, on n'avait toujours pas ce sponsor. Et là, on avait une rencontre ici à Chambéry avec un de ces personnages particuliers, farfelu, qui est venu vers nous en disant, je me rappelle, il y avait un grand manteau de plumes, il avait une grosse voiture, il venait nous voir. Et en vérité, on comprenait pas il voulait nous suivre, on comprenait pas ce qu'on pouvait faire avec lui. Et bref, finalement, ça n'a rien donné. Et là, j'avais des coureurs qui étaient sous contrat à ce moment-là. J'avais des coureurs comme Kirsipou, comme Kasputis qui étaient avec moi. Et j'avais pas le sponsor. Donc là, je peux vous dire que les angoisses, là, la nuit, c'était compliqué. Et là encore, il y a un signe du destin qui est incroyable. C'est que Jean-Yves Grand avait parlé de notre équipe à des gens de chez Casino, à un leader syndical de chez Casino. Qui lui, en interne chez Casino, s'était battu pour essayer de convaincre le patron de Casino de venir dans le vélo, voilà, par amitié tout simplement. Hein. Et donc Jean-Yves a réussi à convaincre ce leader syndical, et le leader syndical a aussi réussi à convaincre avec Jean-Yves Grand, le patron de Casino, allez, on y va, parce que ce sont des gars qui se battent à fond. Et là, un des signes qui est incroyable, c'est que on a eu l'accord de Casino nous suivre le 12 janvier. Et le 12 janvier, c'est le jour de mon anniversaire. Il y a des signes, et c'est non seulement le jour de mon anniversaire, mais c'est le jour de mes 40 ans. Et donc ça marque. Et ce que l'on a appris juste avant aussi, c'est que ce fameux personnage qui m'a aidé à trouver Casino, qui s'appelle Jean-Yves Grand, qui est un ami, il est né aussi le 12 janvier 1956 comme moi. Donc il y a des signes incroyables. J'ai rencontré une personne qui m'a aidé, on est né le même jour. Sans le savoir, vous ne savez pas. Et sans le savoir. Ouais. Et en plus, on a eu l'accord de Casino le jour de nos 40 ans. Donc, il y a quand même des signes, quelquefois, il y a une sorte de timing. Et qu'est-ce qui fait que l'équipe s'est appelée Petit Casino? C'est une filiale, Alors, c'est parce que Casino, en nous accompagnant, n'a pas voulu engager la marque Casino, mais la marque Petit Casino, des petits magasins de proximité, qui s'appelle Vival maintenant, je crois. Et donc, ce sont ils ont mis un petit ticket financier finalement pour une grande enseigne, pour nous accompagner sur un petit budget. Voilà. Et par contre, ils nous ont accompagnés avec le DRH qui s'appelait Serge Boyer et le directeur de Casino Cafétéria qui s'appelait André Delolmont. Ce sont les deux personnes importantes de chez Casino qui ont supervisé l'équipe avec nous sur l'année 96. Et on s'est appelé Petit Casino. Et comme on manquait de finances, on a créé un nouveau concept qui aujourd'hui s'appelle du crowdfunding, je pense. C'est ça. Et qui fait le lien, je trouve, avec le projet dont on va parler tout à l'heure, mais pour la suite. Tout à fait. Et donc, c'est moi qui ai eu cette idée d'appeler cette équipe Petit Casino, c'est votre équipe, pour qu'il y ait une appartenance au public. Et là, on a réuni vraiment un vrai succès tout de suite, puisqu'on a, je crois, 3500 personnes qui ont adhéré à notre projet. Alors, même si c'est pas les finances de ces 3500 personnes qui nous ont permis ces petits casinos, mais ça crée vraiment une émulation, un nouveau concept, quelque chose de sympa. Et puis là, on est parti. Donc, Petit Casino, 96, on a fait cette équipe-là. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu vendu le Tour de France à Casino en disant on va faire le tour. Mais en vérité, on n'a pas fait le tour cette année-là.
Donc là, les patrons de Casino qui nous suivaient, donc notamment André Delalmont, il m'a dit comment ça se fait qu'on fait pas le tour. Bah oui, il va falloir qu'on. Je veux rencontrer Jean-Marie Leblanc, donc on a organisé un déplacement dans le sud-ouest là-bas pour rencontrer Jean-Marie Leblanc sur le Tour de France et la rencontre s'est faite mais en 5 minutes. On a rencontré Jean-Marie Leblanc dans ce qu'on appelle la permanence à l'arrivée, dans un gymnase, et Delalmont qui était quelqu'un d'assez assez direct. Il est venu vers Monsieur Leblanc en disant Monsieur Leblanc, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le Tour de France, faire le Tour de France. Et Jean-Marie Leblanc dit si vous mettez ce qu'il faut sur la table pour accompagner l'équipe, vous ferez le tour. Ça durait 5 minutes la rencontre. Hein. Et donc là, à ce moment-là, Monsieur Delalmont qui a remonté ses informations au plus haut niveau à Georges Plassat, qui était président de Casino à l'époque, ont pris le temps de décider ce qu'ils allaient faire. Soit ils allaient arrêter le partenariat parce qu'ils voulaient faire le Tour de France, soit ils allaient nous accompagner de manière plus importante. Donc là, on est en 97. Et ça, c'est toujours. Alors, c'est l'année 96. 96. Mais Okay. En vue de 97. Et donc, le Tour de France devait passer en Savoie, notamment à Aix-les-Bains, peut-être une semaine ou 10 jours après. Et moi, tous les jours, j'appelais Monsieur Delalmont. Je lui dis alors, André, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez quoi pour l'année prochaine? Vous continuez pas? Et tous les jours, j'attendais. Et 2 jours avant Aix-les-Bains, je l'appelle. Je lui dis alors, vous en êtes où? Parce que si vous me donnez la réponse, je peux monter sur le plateau de France 2 pour annoncer ce qu'on fait. Et je me rappelle, je prends le téléphone. Il me dit bon, Vincent, il avait un accent du sud-ouest. Il roulait un peu les airs. Il dit Vincent, on y va. Si on y va quoi? On y va où? On va comment? On y va, mais si on y va, on veut faire le tour. Donc, il faut acheter les coureurs pour faire le tour. Parce qu'à l'époque, on achetait des points. Quand on achetait un coureur, on achetait des points. Et donc, il fallait être attentif de qui on achetait, quels étaient les transferts des autres équipes pour savoir. Et donc, Casino m'a mis les moyens suffisants et nécessaires pour pouvoir monter une équipe de haut niveau. C'était pas le World Tour à l'époque, c'était première division. Et donc, on a créé cette année-là, en 96, en vue de 97, une grande équipe où on a notamment le premier grand coureur qui m'a rejoint, c'est Pascal Richard, qui était un coureur renommé, qui avait gagné le Tour de Lombardie. Voilà. Et comme on sympathisait depuis un certain temps, il m'a dit « Ouais, moi, ton projet me plaît bien. » Donc, j'avais négocié avec son agent, qui est un agent suisse. Il m'avait dit juste dans le contrat, il y a une petite clause, on dit « Fais attention, parce que s'il est champion olympique, la somme du coureur sera pas la même là. » Et puis Pascal Richard, cette année-là, il est champion olympique, donc il a fallu redéfinir le montant du contrat. Mais bon, Pascal Richard est le premier grand coureur qui m'a suivi. Puis après, il y avait des Alberto Eli, des Jackie Durand, des garçons comme ça qui m'ont suivi. Et quand on voit votre parcours, Vincent, moi, c'est les émotions qui m'animent. Donc les fidèles auditrices et auditeurs du podcast connaissent la question que je vais vous poser. C'est il se passe quoi dans votre tête quand vous raccrochez de ce fameux coup de fil, on y va? Il est temps de faire une petite pause dans cet épisode. C'est l'heure du ravito. Et qui de mieux que Meltonic pour nous accompagner? Meltonic, c'est la marque française qui mise sur le naturel pour booster nos performances, que ce soit en pleine course ou lors de nos entraînements. Créé en 2014 dans la mielerie familiale, Meltonic a révolutionné la nutrition sportive avec le tout premier gel à base de miel, plantes toniques et huiles essentielles. Chez Meltonic, l'objectif est de montrer qu'on peut aller plus loin, plus fort, sans jamais trahir son corps ni la planète. Leur mission est simple, vous aider à donner le meilleur de vous-même, naturellement. Parmi les ambassadeurs, Pierre Rolland, ancien coureur cycliste professionnel, 13 Tours de France au compteur, 2 victoires d'étape et une passion assumée pour les purées toniques salées à la noix de cajou Meltonic. Rendez-vous sur le site meltonic.com afin de découvrir tous les produits qui vous accompagneront sur vos prochaines sorties. Il se passe quoi? Ben là, c'est des moments qui restent gravés, je veux dire, dans votre mémoire, parce que ce sont ces instants il y a des instants précieux, riches, qui apportent des choses bénéfiques, et puis des moments de bonheur, de malheur aussi. Et ça fait partie de ces rares moments qui m'ont amené une joie, d'une intensité incroyable, en disant ouais, j'ai la reconnaissance de mon sponsor qui va me permettre de monter une grande équipe. Ça faisait 4-5 ans qu'on se battait avec, on va dire, des équipes moins huppées. Oui, vous faisiez avec les moyens du bord. Pas des petites équipes, parce que quel que soit l'investissement, l'entreprise qui vous accompagne, elle fait beaucoup d'efforts. Le maximum. Donc, il n'y a pas de petits sponsors, il n'y a pas de petites équipes. Mais quand une grande enseigne
après une année, vous dit, OK, maintenant, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton équipe, on va faire une grande équipe. Là, forcément, c'est un moment qui est assez unique et qui reste marqué. Ouais. Et puis derrière, effectivement, vous allez recruter des bons coureurs. Une année 98, moi je me souviens parfaitement de ces années-là, avec cette équipe incroyable. C'était une très très belle équipe. Il y avait le matériel qui était incroyable avec ses roues Spinergie qui étaient juste magnifiques, ces échappées incroyables. Moi, je me souviens beaucoup de ces moments-là. Et puis, vous allez faire le tour. Et puis, il va y avoir aussi, si on accélère un petit peu dans le temps, il va y avoir aussi derrière G2R qui va arriver. Oui. Un cyclisme un peu plus moderne, une préparation différente. Comment vous avez vécu? Est-ce que vous avez toujours été moteur dans ce qui s'est passé? C'est-à-dire l'arrivée de la G2R et puis la mise en place de l'école ici à Chambéry. Centre de formation, voilà, un moment très important dans notre histoire. Ouais. Comment vous avez mis en place tout ça? Mais je crois que il faut être attentif aux personnes qui vous entourent et qui vous donnent des bons conseils. Personne ne peut prétendre à connaître tout. Donc, il faut être quand vous avez des gens qui autour de vous ont des compétences, vous proposent des choses qui sont novatrices ou qui vont vous permettre de progresser ou d'avoir une belle image de l'équipe. Il faut savoir les écouter, il faut savoir leur faire confiance. Donc, effectivement, c'était être attentif à tout ce qui peut apporter de la progression à l'entreprise. J'ai eu, moi, mes idées, j'ai été porteur de certaines idées nouvelles, mais pas que. Il y a aussi des tas de gens qui étaient autour de moi, des conseilleurs que j'ai suivis. Par exemple, Loïc Varnet, qui est venu un jour me voir en me disant, voilà, le vélo va mal avec l'affaire Festina, il faut qu'on s'en sorte, faut reprendre à la base l'éducation des jeunes du vélo. Il faut leur permettre de ne pas tout jouer sur le vélo, mais de continuer à faire des études tout en faisant du vélo de haut niveau. Et je dis, écoute, ton projet me plaît, moi, on va l'approfondir. Voilà, et donc on s'est réunis. Et là, d'ailleurs, le Tour de France a été partenaire de ce projet-là. On l'a signé ici à Chambéry avec Monsieur Besson, le maire de Chambéry à l'époque. On a signé ce partenariat qui était une première idée de faire un double projet études vélo. Alors au début, même personne n'y croyait. Beaucoup de gens rigolaient, ça marchera pas votre truc. Les coureurs vont jamais se déplacer ici à Chambéry pour faire des études et avant de passer professionnel. Parce qu'il n'y avait pas d'autres centres comme ça. C'était nouveau, ouais. En général, on envisageait de faire du vélo, donc on se lançait corps et âme pour faire du vélo, on laissait tomber les études. Oui, c'est ça. Le principe était là, c'est de dire justement permettre une alternative aux coureurs, parce que tous ne vont pas passer professionnels. Et quand même ceux qui passeront professionnels, s'ils ressortent avec le bac+2, bac+3 ou bac+4, ils auront quand même acquis un certain niveau. Ils pourront soit reprendre des études, soit créer une entreprise, soit, se retrouver pas démunis dans la vie active. C'était ça le principe. Et évidemment, il a fallu 2-3 années pour mettre, on va dire que tout ça fonctionne bien. Mais une fois que ça a pris, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnages qui étaient importants dans l'histoire de notre équipe, avec notamment en tête de pont Romain Bardet, qui a été le coureur chez nous, qui a suivi la filière de formation, qui est passé professionnel, qui a terminé 2e et 3e du Tour. Et bien d'autres coureurs, comme Benoît Cosnefroy, Valentin Paré-Peintre, Paul Lapéra aujourd'hui, Lance Peters, des tas de coureurs qui ont suivi qui sont partis de chez eux. Par exemple, je raconte l'histoire de Benoît Cosnefroy. Oui, parce que moi, je pense à la famille et aux parents aussi, qui se disent, au moins, je mets mon enfant dans les mains d'un organisme qui va l'accompagner, Benoît nous a raconté, il a fait ce choix, il a dit à ses parents, il dit que j'ai fait le choix, je vais partir à Chambéry pour continuer mes études et faire du vélo. Donc, il a pris Blablacar pour partir de Normandie et rencontrer Loïc Varnet. Il a fait cette démarche pour dire voilà mon projet, voilà ce que je veux faire. Et Loïc Varnet, qui connaissait pas plus que ça, en plus Benoît à ce moment-là, il a été séduit par le fait que le garçon vienne de Normandie en Blablacar pour défendre son projet. Et c'est presque pour ça qu'il l'a pris. Et puis derrière, ce sont des garçons qui se sont engagés à 19 ans, à 18 ans, à 19 ans, de quitter leur région pour venir habiter sur Chambéry, pour faire des études. Et tout ça démontre des valeurs qui sont fortes, des valeurs humaines. Et puis après, il faut que les valeurs physiques, elles suivent. Donc, c'est toute cette éducation qui a été mise en place par le centre de formation et encore une fois par Loïc Varnet et son équipe, qui a fait que derrière, la greffe a pris petit à petit et on est devenu la meilleure équipe française amateur. Avec, il y a
je pense qu'il y a plus de 30 coureurs qui sont passés professionnels chez nous ou dans d'autres équipes. Donc, c'était une vraie réussite. Est-ce qu'on peut appeler ce centre de formation ce qu'est aujourd'hui les teams développement? Alors, ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors, c'est un peu autre chose dans le sens où, effectivement, le centre de formation, nous, était lié complètement au double projet, c'est-à-dire l'obligation de faire des études et l'obligation d'être ici sur place. Donc, il y a une unité de lieu. Ça, c'était une obligation. C'était pour ça que tout le monde n'acceptait pas de venir. On a perdu des coureurs qui ne voulaient pas faire comme ça. Donc, et derrière, ce qui a fait que ça a muté vers des équipes de développement ou à niveau continental, c'est que aujourd'hui, les coureurs passent pro beaucoup plus tôt. Et quand ils ont un choix, on a bien vu que le concept centre de formation commençait à avoir des difficultés à recruter parce qu'en face, il y avait des coureurs à qui on proposait un contrat professionnel à 19 ans et que nous, on leur proposait de venir habiter à Chambéry sur 2 ou 3 ans et de ne pas être payés et de rester en amateur. Donc, on a perdu de grands coureurs comme ça. Ce qui fait que, à un moment donné, puis il y a eu un choix politique du sponsor à Jérusalem à un moment donné d'arrêter le partenariat avec le centre de formation. Donc, on a vécu vraiment 25 très très belles années, mais malheureusement, ce concept s'est arrêté. Et qu'est-ce qui fait que les cyclistes aujourd'hui passent professionnels de plus en plus tôt? C'est qu'ils sont détectés de plus en plus tôt par les datas, par exemple. On arrive à détecter à différents datas, peut-être même avec l'intelligence artificielle, qui nous font dire, voilà, le potentiel, il est ici plutôt que là. Qu'est-ce qui fait, vous, qui avez vu le cyclisme amateur professionnel évoluer? Je dirais que c'est le phénomène Evenepoel qui a tout amplifié. Evenepoel, qui était un garçon extrêmement doué, qui est arrivé du football et dès qu'il est monté sur le vélo, il a explosé tout le monde. En junior, en junior 2, il était champion du monde junior, champion d'Europe, enfin, il faisait des trucs incroyables. Et tout le monde s'est dit, alors là, donc il est passé pro tout de suite, dès la première année. Et là, c'est un phénomène qui s'amplifiait parce qu'on s'est rendu compte que des coureurs qui sortaient de junior étaient capables tout de suite d'être opérationnels. Parce que je pense que les entraînements, les charges de travail ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que moi, à l'époque, quand j'étais junior, je faisais, 12 000 km dans l'année. Aujourd'hui, les meilleurs juniors mondiaux, ils font 25 000 bornes. Donc, ils sont prêts. Ils sont beaucoup plus professionnels. Ils sont physiquement, ils peuvent être. Et puis, à la course pour recruter le champion. Toutes les équipes sont attentives à ce qui se passe déjà chez les cadets. C'est ce que j'allais dire, donc dans les catégories jeunes, en fait. Déjà chez les cadets, oui. Et donc, on va regarder ce qui se passe chez les cadets, chez les juniors. Et là, dès qu'on a l'impression qu'il y a un super, là, on se jette dessus. Et donc, c'est la course à l'échalote. Tout le monde y va, tout le monde se jette dessus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent très, très tôt. Et là-dedans, il y en a évidemment qui vont pas faire carrière. Mais ce qui veut dire que vous avez... on va dire un réseau d'informateurs, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas le tout d'éplucher les résultats en cadet et en junior, mais c'est d'avoir aussi sur le territoire à l'étranger des personnes qui sont en capacité de vous dire, là, je crois qu'il y a un truc, il y a un coureur, là, ici. C'était un peu comme ça là, que ça se passait. Moi, j'avais mon réseau d'information en Normandie, notamment, dans le sud-ouest, en Belgique, sur ce qui se passait. Maintenant, c'est complètement différent dans le sens où il y a les datas, on a les informations sur la puissance des coureurs. C'est ce qui fait foi aujourd'hui, Vincent. C'est vraiment un coureur, on se dit, lui, il nous semble être un gros potentiel de par ses résultats, mais avant de donner quoi que ce soit, on va tester. Et c'est les datas qui nous disent... c'est à mon goût un peu trop. C'est un élément qui est essentiel et qui est incontournable. Aujourd'hui, évidemment qu'on doit tenir compte des datas, mais je trouve que on tient plus assez compte des autres éléments qui font qu'un coureur va être un bon coureur. C'est pas forcément le coureur qui a les meilleures valeurs qui devient le meilleur coureur. Donc il le faut, mais il y a tellement, c'est multifactoriel la réussite. C'est quoi la différence, Vincent, entre un bon professionnel, un champion et un grand champion? Alors, un grand champion, il a tout. Il a les datas, mental, la force mentale, mais il est malin, il est adroit, il sait se placer, il descend bien, il grimpe bien, il a un mental d'assassin, il a tous les éléments qui font que on peut être un champion sans avoir les meilleures datas. Ça, je tairai les noms parce que je veux pas dévoiler quoi que ce soit, mais je sais que certains grands coureurs qui ont gagné des très grandes courses
n'avaient pas forcément les meilleures datas. Donc ils sont très malins. Ils Ouais. savent bien se placer, Ils savent sentent la course. voilà, ils ont plein d'éléments qui font le placement, l'adresse, le mental. Ils se découragent pas, ils renoncent jamais, ils descendent bien, ils frottent bien. Enfin, il y a tous ces éléments qui font. Ils sont peut-être bien entourés aussi, hein, d'être bien dans sa tête aussi, ça peut permettre. Ils font le métier à fond. Voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte, qui fait qu'on réussit ou pas. Après, pour passer professionnel et réussir, avoir un minimum de réussite au niveau des pros, il faut quand même, comme on dit vulgairement, il faut un moteur. Hein. Ouais, physiologiquement, il faut quand même un truc en moteur. plus. Mais ce moteur, il s'est construit au fil des... Je veux dire, tous les gamins qui sont pros, là, en général, ils ont commencé le vélo, alors des fois à 9 ans, 8 ans, 10 ans, des fois à 12 ans. Mais ils se sont construits année après année avec les charges de travail. Et donc, là où on peut voir des différences, c'est que tout le monde n'est pas égal en maturité physique. Vous avez des garçons à 12-13 ans qui sont presque des hommes et d'autres qui arrivent à maturité physique à 18 ou 19 ans. Il y a des coureurs qui font des études longues, qui peuvent pas s'entraîner tous les jours régulièrement, d'autres qui arrêtent, qui font le vélo déjà très sérieusement dès l'âge de 15 ou 16 ans. Donc, il faut être attentif à tout ça. De tout cet encadrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les équipes ont tendance à prendre les jeunes très tôt, dès les 18 ans, 19 ans, et laissent un petit peu tomber des coureurs un peu plus tardifs, à maturité tardive, qui peuvent commencer. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai commencé à marcher en vélo à 21 ans parce que j'étais pas quelqu'un de précoce. Et puis, il y en a d'autres qui font des études aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder ça. Voilà. Il faut trouver le bon équilibre. Et alors, vous avez accompagné les plus de grands champions. Lesquels vous ont impressionné? Alors, pour des raisons diverses. Hein, lesquels vous ont donné le plus d'émotion? C'est peut-être deux questions même. Kirsipou. Yann est plus de 150 victoires, non? Non, alors chez moi, 123 victoires, je crois. 125. Ouais, Yann est un personnage particulier. Hein. C'est un garçon qui m'a fait confiance. Je suis allé décrocher tout de suite, dès la première année de 92, j'ai pris comme stagiaire. J'avais observé qu'il gagnait des courses en Belgique. Il courait à la CBB, qui était le plus grand club français. Donc, j'avais appelé le manager qui s'appelait Claude Escalon. À ce moment-là, je dis, écoute, ton gars là, Kirsipou, moi il m'intéresse, je vois que ça marche bien, est-ce qu'on peut se rencontrer? On s'était rencontrés sur une course qui s'appelait la Côte Picarde en 92, qui était une course open, il y avait des courses des amateurs et des pros qui couraient, et Yann Kirsipou ce jour-là fait 3e, battu par 2 professionnels, et donc je l'ai rencontré à l'issue de la course en sortant des vestiaires. Claude Escalon me l'a présenté, il me dit, il est OK pour être stagiaire avec toi, donc je vais essayer de serrer la main, c'était un peu un rustre, il me serre la main, et puis je le prends comme stagiaire. Et je l'emmène faire mes 3 premières courses en Italie, là, mais des courses qui étaient difficiles, qui s'appelaient Placci, Émilie-Romagne et je sais plus quelle course là. Et il m'a abandonné les 3 premières courses. Alors je me suis dit là, c'est un peu inquiétant mon truc là. J'ai pris un coureur, il avait signé son contrat pour l'année prochaine. Et puis sa 4e course, c'était Paris-Bourges, qui était une course qui maintenant se déroule en une journée. Maintenant, elle était en 2 jours. Et là, la première journée était plate. Il y avait 150 coureurs à peu près à l'arrivée. Il y avait pratiquement les meilleurs sprinteurs du monde. Et Kirsipou, il a tréflé tout le monde à l'arrivée. Il a battu Abdou-Japarov, Ludwig, Nelissen, qui étaient les meilleurs sprinteurs. À l'époque, ouais. Et là, il est amateur. Et là j'ai dit, alors là, bonne pioche. Hein. Et puis Yann, il m'a accompagné pendant plus de 11 ans au niveau de l'équipe. Et ça a été notre assurance tout risque, hein, parce que c'était une valeur incroyable. Après, il y a d'autres coureurs, évidemment, qui ont marqué l'histoire de l'équipe. Vous avez parlé de Vinokourov, hein, qu'on est allé... Alors, il était au club de Saint-Etienne, effectivement. Il est passé tout de suite. Mais c'est nous c'est Gilles Mas, qui était directeur sportif chez nous, qui était allé faire le Tour de Malaisie avec notre équipe, qui l'avait repéré. Et donc, je lui avais dit, si tu arrives à le faire rentrer à Saint-Etienne en amateur, l'année prochaine, il passe pro. Et donc, il a accepté de venir à Saint-Etienne en amateur. Il a tout gagné. Il gagnait tout. Donc, naturellement, il est passé pro chez nous. Avec Kivilev aussi à l'époque, le regretté. Ouais. Et puis, évidemment, que Romain Bardet a marqué l'histoire de l'équipe avec justement son passage au centre de formation et toute la réussite qu'il a pu apporter à l'équipe avec ses victoires dans le Tour, ses 2e place et 3e place. C'est un garçon exceptionnel. La descente de Salanches, est-ce que c'est le plus beau moment d'émotion? C'est un moment où on avait... un des plus beaux Alors, moments. il y a eu un moment d'incompréhension. On s'est fait tacler par certains journalistes qui avaient mal compris notre message. Parce qu'à Salanches, la route était mouillée dans la descente. En parlant, j'ai encore les images. Voilà, dans la descente de Domancy, c'était mouillé. Et on savait que c'était mouillé. Donc, nous, on a dit au micro à nos coureurs, attention, les gars, c'est mouillé, prenez pas de risques. Parce qu'on voulait pas qu'ils se foutent par terre. Évidemment, ils ont fait l'inverse. Ils ont pris des risques.
Et donc, à l'arrivée, je me rappelle quand on nous interview, on a dit non, mais là, ils nous ont pas écouté, tout ça. Et donc, certains ont mal interprété mes propos et ils nous l'ont reproché en disant qu'on donnait des mauvais conseils. Donc, c'est pas ça on est simplement dit, faites attention dans la descente. Et d'ailleurs, ce jour-là, Nibali était tombé et Froome était tombé, je crois aussi. Plus d'autres coureurs. Donc, c'était simplement de dire attention parce que le micro, il est aussi là pour prévenir des dangers. Bien sûr, bien sûr. Pas que pour les stimuler en permanence. Donc, Cherel, effectivement, Cherel avait fait quelque chose d'exceptionnel. Ils avaient eux pris beaucoup de risques, mais du coup, ils avaient lâché le reste du peloton. Il y avait eu des chutes, il y avait eu un moment un peu de flottement qui avait permis à Romain Bardet de s'envoler dans la montée de Salanches et de ascension extraordinaire. Ouais, incroyable. Gagner l'étape et de conforter sa deuxième place à ce moment-là. Ouais, c'était un moment fort, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça, Vincent, que vous pourriez Alors, il y a un moment qui était important aussi, qui nous a, où on a pleuré dans la voiture à l'arrivée. C'était quand Jean-Christophe Perrault termine deuxième du tour en 2014. Parce qu'il était deuxième et il y avait un contre-la-montre vers Bergerac, là, je crois que c'était en Bergerac-Périgueux ou Périgueux-Bergerac, où tout allait jouer pour le classement général. Et quand on a passé la ligne d'arrivée, en plus il a crevé ce jour-là, Jean-Christophe, il a crevé. Quand on a passé la ligne d'arrivée et qu'on a compris que Jean-Christophe Perrault ferait deuxième du tour, waouh, alors là on s'est dit, putain, là encore une fois on l'a fait. On monte sur le podium du tour. Ce qui était pas arrivé depuis Bernard Hinault. Hein. Donc là, c'était un moment très très fort aussi. Sacrée histoire aussi, hein, l'histoire de Jean-Christophe Perrault. Ouais, incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a les moments d'émotion que nous on a vécu en tant que passionnés, spectateurs, téléspectateurs, et les moments que vous dans la voiture, puis aussi en tant que fondateur, créateur de l'équipe, vous avez pu vivre. Mais de voir un de ces coureurs monter sur la deuxième marche. Ouais. Je pense que voilà, il n'y a pas forcément de mots pour ça. Et cette année-là, on avait gagné le classement par équipe aussi. C'était un moment important de monter à Paris, être la meilleure équipe du Tour. C'était fort aussi. Alors, vous avez vu se développer le cyclisme moderne. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais quel regard aujourd'hui? On rentrera pas, hein, je vous l'ai dit avant d'ouvrir les micros, mais on rentrera pas dans ce qui s'est passé avec Decathlon G2R. Mais comment vous avez vu évoluer et quel est votre constat ou avis sur le cyclisme d'aujourd'hui, très spectaculaire, avec les séries Netflix, quel est votre avis sur cette évolution du cyclisme entre ce que vous avez pu connaître et ce qu'il est aujourd'hui? Et après, on parlera de votre projet à venir, bien évidemment. Alors, tous les sports sont en mouvement, bien sûr, bénéficient des avancées technologiques, des avancées scientifiques, des avancées où il y a effectivement des gens qui sont compétents dans chacun des domaines. Et Dieu sait, aujourd'hui, dans le vélo, il y a tellement d'aspects pour faire évoluer la performance, le matériel, l'aérodynamisme, le carbone, la nutrition, les entraînements, les datas. Enfin, il y a 1000 choses différentes qui font que... Donc, on a été tous obligés, les managers, de s'entourer de gens de plus en plus compétents dans des domaines très divers. Ce que je pense avoir fait au fil du temps, puisque notre équipe a toujours été performante à l'instant où on faisait la compétition. Et évidemment, tout ça apporte de l'évolution, des performances incroyables. Quand on voit aujourd'hui les moyennes Enfin, là encore, j'ai regardé Milan-San Remo avec délectation. Quand on voit Alors, ce qui est aussi formidable, on a une nouvelle génération de coureurs qui sont assez extraordinaires et qui font du bien. Pour moi, un Pogacar, un Van Der Poel ou la Ghana ou Evenepoel sont des garçons qui osent prendre. Ils n'ont pas peur d'attaquer. Incroyable. Il y a eu un moment donné où tout était calculé au millimètre, on attendait à tel endroit. C'était un peu soporifique. Là, aujourd'hui, on a des garçons. Quand on voit le championnat du monde qui est gagné par Pogacar, qui part à 80 mètres de l'arrivée, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un truc de fou. Et voilà, ça, ce sont des personnages qui font un bien incroyable et qui font rêver les jeunes et qui font avancer le cyclisme. On a comme vous l'avez dit, on a un sport spectaculaire. Spectaculaire, qui génère des émotions très fortes que le public peut s'approprier. Parce qu'il y a alors aujourd'hui, il y a beaucoup de relais, beaucoup d'images. Il y a beaucoup de médias, quelque part. Beaucoup de médias qui sont là. Et il y a toujours cette proximité du public qui fait que les gens qui sont sur le bord de la route, alors au Tour de France, mais au Critérium du Dauphiné ou dans toutes les courses, vous allez en Belgique, c'est incroyable. La ferveur populaire de ce sport en Belgique, mais c'est quelque chose d'autre, c'est incroyable. Et donc ça, personne ne peut l'enlever.
cette ferveur du public, cet amour que le cycliste porte aussi. C'est un sport authentique où les gens ne trichent pas. Les efforts sont vus, sont reconnus, sont ressentis par les spectateurs. Donc, cette proximité, c'est un atout. C'est un sport gratuit et il faut que ça reste un sport gratuit parce que c'est ce qui permet de drainer des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes. Je me disais toujours, le Grand Prix de Plouay, on faisait le Grand Prix de Plouay, c'est une course pour le Tour, c'est pas la plus grande des courses pour le Tour, mais Grand Prix de Plouay, il y a encore quelques années, il y avait 150 000 personnes à l'arrivée. Ça faisait autant de monde que des gens qui se déplaçaient voir le pape. Oui, c'est vrai. Donc, vous dites, ça a un impact incroyable. Et ça, voilà, c'est notre force. Et donc, je pense que c'est toute cette communion qui est organisée entre les athlètes, les équipes, la façon de mettre en valeur notre sport avec les médias, hein, aujourd'hui les drones, les images, tout ce qui est fait, les organisateurs qui apportent leur pierre à l'édifice et il faut reconnaître que il faut être solide pour être organisateur parce que on a encore vu en début d'année quand on voit, ce sont des comités d'organisation qui sont souvent en France, même des amateurs avec des bénévoles et qui font ça parce que c'est une tradition, parce qu'ils aiment ce sport, ils sont passionnés et que quelquefois ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que c'est un peu de magique et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors moi, je l'ai apporté en tant que créateur d'équipe et manager. Et autant, j'ai passé énormément d'énergie, j'ai passé ma vie à faire ça, mais ça a été une passion, donc finalement, c'est passé trop vite. Ça passe vite. Quand on est passionné, ça passe vite. Mais comment ça évolue? Là, je parlais du cyclisme en général, mais en vous écoutant, je pensais aussi au mental des coureurs, parce que il y a peut-être beaucoup plus de pression, il y a plus de data, plus de choses. Oui. Et on l'a encore vu dans la série Netflix, on voit certains coureurs qui ont besoin d'être soutenus tous les jours pour garder le moral, parce que s'il n'y a pas cette béquille mentale ou cette préparation mentale qui est faite, certains coureurs vont pas aller développer le potentiel qu'ils ont. C'est un élément important, c'est-à-dire la préparation mentale, le soutien psychologique, la stratégie mentale qui est apportée aux coureurs aussi. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Toutes les équipes travaillent aujourd'hui avec des préparateurs mentaux, voire des psychiatres. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'un athlète de haut niveau, il n'est pas à l'abri de problèmes comme monsieur tout le monde, familiaux ou autres. Et donc, un athlète... Ils sont tellement au bout de leurs efforts que s'il y a un petit grain de sable qui vient dérégler tout ça, ça ne peut pas marcher. Et quel que soit le champion, si c'est un grand champion ou pas. Donc évidemment, quand vous voyez aujourd'hui Pogačar, ça paraît tellement facile. Mais bon, c'est vrai que quand on le voit pédaler, ça paraît très simple. Lui, c'est un être exceptionnel, qui est hors norme à tous les niveaux, qui est hors norme physiquement, intellectuellement, moralement, techniquement. Il est au-dessus de tous aujourd'hui. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est un garçon qui puis en plus, il est sympa, il a le sourire, il a toujours un petit mot gentil, il est respectueux. Moi, c'est un athlète total, quoi. Pour vous, il est au-dessus. Ouais, vous le mettez au-dessus. Ouais, il est au-dessus. Ouais. Est-ce qu'on peut le comparer avec d'autres champions des générations d'avant, ou c'est différent Moi, ma première année de vélo, c'était en 69 comme coureur, à 13 ans. C'était Merckx, première victoire de Merckx. Donc forcément, j'ai toujours voué une admiration sans faille à Eddy Merckx. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul personnage que quand je le croise encore, je retiens ma respiration et je regarde. Je le connais un petit peu, hein, je lui ai serré la main. Il est toujours très sympa, Eddy, mais j'ai toujours je marque un arrêt et je pense que Pogačar est de la trempe de Merckx. Alors il gagnera pas ses 524 victoires comme Merckx, parce qu'aujourd'hui il court beaucoup moins qu'à l'époque, mais quand on voit le palmarès qu'il est capable de faire, de gagner un Tour des Flandres, un Tour de Lombardie, un championnat du monde la même année, le Tour de France, je veux dire c'est le deuxième pour moi avec Merckx, c'est le plus grand coureur de tous les temps avec Merckx. Ouais, c'est très, très intéressant. Et puis, si on parlait de l'avenir, Vincent, c'est-à-dire, parlez-nous de ce nouveau projet dans lequel vous vous êtes investi, que vous accompagnez. Oui. Eh bien, les événements de la vie font qu'à un moment donné, il y a des choses nouvelles qui arrivent. On l'a évoqué à demi-mot. L'équipe que j'ai créée il y a 35 ans n'a pas souhaité me conserver en 2024. Ça a été très douloureux, c'est comme ça. Je ne reviens pas dans le détail de tout ça, mais ça a généré chez moi quand même un sentiment d'abandon très fort pendant quelques mois. Je me suis relevé de ça.
Et puis, j'ai des gens qui sont venus vers moi, qui ont fait appel à moi en me disant, voilà, tu as vu notre projet, on va faire quelque chose, on aimerait bien que tu nous accompagnes. Voilà, ce sont 2 entrepreneurs chambériens dont le siège ici est à ACS, à Chambéry, avec Aymeric Ducruet et Michael Amand, qui sont les 2 créateurs de ce nouveau projet qui s'appelle Ma Petite Entreprise Équipe Cycliste. Et l'idée, c'est de permettre d'abord défendre la cause des entreprises françaises, parce que tous ces entrepreneurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux, je pense qu'aujourd'hui 95 ou 96% des entreprises françaises sont des PME. Ce sont des gens qui se battent tous les jours pour leur entreprise, qui se lèvent le matin, qui sont courageux, qui travaillent énormément, qui prennent des risques. Et il y a une grande similitude entre le champion cycliste, la réussite du champion cycliste et l'entrepreneur, de ce qu'il vit tous les jours, de ses entraînements finalement, les frustrations, nécessaires, les non-réussites et les réussites, comme il faut se battre pour vivre au quotidien avec son entreprise. Donc, l'idée, c'était de permettre à ces PME d'accompagner une équipe cycliste professionnelle. Donc, de se rassembler autour d'un projet, de monter une équipe professionnelle. De faire un projet collectif, ce qui n'est pas, on va dire, une PME même de 200 personnes ne peut pas à elle-même sponsoriser une équipe à elle toute seule. Donc, l'idée, c'est de rassembler une énergie. De 200 personnes, on souhaite rassembler au moins 1000 entreprises dès la première année et puis créer cette équipe. Cette équipe, elle aura a priori pas de nom majeur. Elle va s'appeler Ma Petite Entreprise. Ce sera une marque qui va être créée, Ma Petite Entreprise Équipe Cycliste, et rassembler les énergies et créer un collectif autour de ce projet-là. Donc, quand Aymeric Ducruet et Michael Amand m'ont appelé, je dis, je vais d'abord étudier votre projet et j'ai trouvé qu'il était vraiment porteur de valeur. C'est ça. Eux, d'abord, sont des personnes bien, sont des gens bien. Donc, j'ai eu envie de les aider, de leur faire bénéficier de mon expérience, peut-être de mon réseau. Et voilà, du coup, je suis à fond avec eux. Je fais ça à titre bénévole. Je passe beaucoup de temps. Mais du coup, ça ramène un petit peu la flamme. Oui, la flamme de ce que j'aime. Je veux dire, le vélo, c'est ma vie, même si je ne suis pas encore issu d'une famille de cyclistes. Mais au travers de ce que j'ai vécu dans le vélo, c'était c'est quelque chose d'essentiel. Évidemment, j'ai ma famille. D'abord, la priorité, c'est ma famille. Mais le cyclisme, l'amour du vélo, ça a été essentiel pour tout mon parcours. Donc là, encore une fois, avec ce nouveau projet, Ma Petite Entreprise Équipe Cycliste, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à me battre tous les jours. Et ça fait résonance aussi avec Petit Casino, c'est votre équipe, qui était à destination des particuliers. Oui, là, c'est plus destiné aux professionnels. C'est ça. C'est-à-dire qu'en 96, j'ai créé ce concept Petit Casino, c'est votre équipe, qui était destiné aux particuliers. Aujourd'hui, c'est Ma Petite Entreprise, aux professionnels, aux PME. Donc, c'est un peu ce qu'on dit du crowdfunding aujourd'hui. Donc, rassembler des tas d'entreprises pour venir nous aider à créer cette équipe professionnelle. Et où est-ce qu'on peut trouver les personnes qui nous écoutent? Je pense qu'il y a forcément des entrepreneurs. Il faut aller sur le site. C'est tout expliqué. Le site Ma Petite Entreprise Équipe Cycliste. Vous voyez, c'est facile. En plus, les accès au parrainage sont vraiment très, très bas. Le premier accès est à 750 €. Donc, c'est vraiment pas important. Il y a 6 paliers différents. Il y a 750 €, 1500, 5000, 15 000, 50 000 et 100 000. Et le palier le plus important à 100 000 permettrait à une entreprise déjà un peu plus, c'est pas une TPE qui peut permettre de donner 100 000, mais une PME qui fonctionne bien, peut s'approprier un athlète. L'athlète devient l'égérie, parrainage quelque part. L'égérie un peu de cette entreprise, avoir des accès particuliers, venir faire des réunions avec le personnel pour expliquer le métier, les convergences entre le monde professionnel et le monde cycliste. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut faire. Et il y a un objectif ou une envie de démarrage officiel ou d'inscrire l'équipe 2026. Le but, c'est 2026. Donc, voilà, c'est pour ça que tout le monde travaille. C'est demain. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de ce projet, qui travaillent tous les jours pour essayer de convaincre des entrepreneurs. Voilà, donc le but, c'est alors... On avait imaginé dans un premier temps faire une équipe homme et une équipe femme, mais on voit que la trajectoire financière aujourd'hui ne nous permet pas de faire ces 2 équipes dès 2026. Donc en 2026, on partirait sur une équipe professionnelle pro team, donc deuxième niveau féminine, qui permettrait d'accéder déjà aux grandes courses internationales, donc avec 12 coureuses. Donc c'est ça le projet initial, et pour ensuite 2027-2028 créer aussi une équipe homme. Génial. En tout cas, ça c'est
de beaux objectifs. C'est un beau projet, et ça aide à se lever tous les matins. Ouais. Alors Vincent, vous avez parlé de la famille, vous avez parlé du cyclisme professionnel féminin. Forcément, je vais vous parler de Nina. Ça devient une vedette avant l'heure. Hein. Forcément. Non, mais je trouve que l'histoire est belle. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que, je pense savoir une partie de la réponse, mais je me dois de vous poser la question, c'est est-ce que c'est elle qui naturellement a voulu faire du vélo? Comment ça s'est fait entre vous, en fait? Est-ce que vous lui avez dit non, fais pas de vélo, fais autre chose? Non. Comment ça s'est fait? Alors, moi, j'ai 4 filles. Déjà, j'ai mes 2 premières filles. C'est Magali, la première, qui a travaillé avec moi pendant longtemps au de mon équipe, hein, qui avait fait un master en communication à Paris. Et elle m'a accompagné sur l'équipe pendant plus de 15 ans. Donc, elle était très efficace. Elle a choisi également, juste avant ma séparation, de partir de cette équipe. Une deuxième fille qui est prof d'éducation physique à Paris, qui est Aurélie. D'ailleurs, j'étais hier chez elle parce qu'on a fêté des anniversaires avec les petits-enfants. Elle est sport. Alors, ces 2 premières filles ont fait de la compétition d'athlétisme à un très bon niveau. Elles ont fait toutes les 2, d'ailleurs, le championnat du monde scolaire de cross-country. Donc, moi, je les ai accompagnées pendant longtemps sur les crosses. C'était sympa. Je me suis même mis à courir. En fait, j'ai fait des trucs. Mais voilà, j'ai accompagné mes filles, partagé avec elles ces moments qui sont assez uniques. Il faut savoir le faire. Et puis c'est des moments importants parce que probablement aussi beaucoup de déplacements. Donc, oui, on était allé à Paris plusieurs fois faire le cross du Figaro. J'ai fait les championnats de France de cross avec elle en Bretagne. Enfin, on a fait plein de choses comme ça. C'est des moments qui sont uniques. Ouais. J'allais m'entraîner quelques fois avec Robert Boger à Aix-les-Bains, avec le club d'Aix-les-Bains pour voilà. Et puis, alors ma troisième fille, c'est Nina, qui elle faisait du ski, hein, qui se prenait pour Lindsey Vonn. Elle a toujours rêvé. Alors elle, c'est la plus compétitrice de mes 4 filles. Elle a toujours été compétitrice depuis le plus jeune âge. Dès qu'elle était à l'école, il fallait gagner, il fallait toujours gagner en permanence. Et puis en ski, elle s'est cassé le ligament croisé à 10 ans. Oui. Donc bon, c'était mal barré le ski. On a arrêté le ski. Alors, on faisait du ski, mais comme ça en loisir avec une attelle articulée. Et puis du coup, en faisant le tour des clubs de sport, il y a toujours une réunion qui se fait chaque année pour présenter les associations. Clubs, voilà. Et donc Nina s'est arrêtée devant le club de vélo. C'est pas moi qui l'ai poussée, elle y a été toute seule. Bon, moi quelque part j'étais un petit peu fier. Je voyais bien que maman était inquiète et elle me disait non, écoute, laisse-la si elle a envie. Et puis du coup, elle était naturellement vers le club de vélo. Elle dit moi je veux faire du vélo, j'aime bien le vélo. Et puis du coup, elle s'est attaquée. D'ailleurs, elle a commencé le vélo un peu avant le ski. Elle a fait les 2. Elle a commencé le vélo l'hiver peut-être à 9 ans, gentiment. Hein. Alors, elle faisait ça vraiment en dilettante, hein, mais elle aimait bien accrocher un dossard et puis se battre. Puis, voilà, même. Alors, elle était toute menue, elle était très tardive aussi sur le plan physique. Mais petit à petit, elle a commencé à avoir des résultats. Et son premier résultat marquant, on va dire, au niveau national, c'était en cadette 2. Elle a fait 6e des championnats de France cadette. Et c'est là que le sélectionneur national l'a repéré. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de cadets, on repère des cadets, ça correspond, effectivement. Ben, voilà, alors là, le sélectionneur national l'a repéré, donc il lui a permis de faire un stage en équipe de France, son premier stage hivernal en équipe de France. Donc là, on est fiers quand sa fille fait un stage. Et d'ailleurs, cette année-là, elle n'a pas fait de course avec l'équipe de France, elle a fait que les stages, mais elle a fait des courses internationales. Mais qu'est-ce qu'on se dit quand on est le papa? Ah ben là, on se dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est une future championne? Comment ça se passe? Oui, on rêve tous. Je reste pondéré parce que je sais très bien qu'il y a tellement d'aléas pour arriver au statut de champion. Mais j'avais décelé chez elle quand même des qualités Alors, elle était pas en avance sur le plan physique, ce qui fait que par rapport à des filles qui étaient en maturité physique, je voyais bien qu'elle manquait de puissance. Par contre, je voyais qu'elle s'accrochait, qu'elle lâchait jamais le morceau, qu'elle était à droite, compétitrice, tout ça. Ça sont des éléments qui sont importants. Donc, sa maturité physique venant en cadette 2, junior 2, elle a compensé. Elle est devenue très bonne. Elle est devenue très bonne, notamment en junior 2 l'année dernière. Elle a fait pas mal de courses avec l'équipe de France, notamment le championnat d'Europe et le championnat du monde. Donc, elle fait 13e des championnats d'Europe. Elle fait 3e du Grand Prix de Plouay. Donc là, voilà, ça commence à devenir intéressant. Et puis, c'est l'année du bac. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Les études, oui, pas question d'arrêter les études. Donc, elle a réussi à obtenir son concours d'entrée pour l'EM Lyon, qui est une grande école. Qui accompagne beaucoup de sportifs de haut niveau. Et il y a une section spéciale athlète de haut niveau. Donc, d'ailleurs, là, quand je suis parti de la maison pour vous rejoindre, elle était en visio avec l'EM Lyon pour ses cours. Hein. Donc, voilà, elle arrive à mener à bien les 2, que ce soit
le vélo et les études. Voilà, donc il y a un équilibre qui s'est. Et puis du coup, elle est passée professionnelle dans une équipe continentale belge de AG Assurance, qui est l'équipe féminine Réserve, de Quick-Step. développement, ouais. Et là, elle est dans l'équipe développement. Donc, elle a commencé à faire des courses en Belgique où elle s'est pas mal débrouillée. Elle a fait 6e la semaine dernière. Voilà. Et puis, j'ai une 4e fille, alors elle fait pas de vélo, mais qui fait aussi de l'athlétisme, qui, comme ses grandes sœurs, et qui court à Chambéry, là, et qui se débrouille bien, qui elle est en première, qui s'appelle Victoria, et qui fait aussi du sport, voilà, de bon niveau. Bon, vous devez être bien occupé les week-ends. Ouais, j'aime bien. Ouais, bah moi, ma vie, c'est le sport. Mon épouse aussi a fait du sport et a des belles notions de nutrition. Voilà, on apporte des repas équilibrés à nos enfants. Et c'est tous des éléments qui font qu'ils sont dans un environnement, on va dire, plutôt favorable pour réussir. On les accompagne du mieux possible, techniquement, financièrement, pour le matériel. Et voilà, le vélo, ça coûte cher, hein, c'est pas évident. Mais je pense qu'elles ont tous les éléments pour pouvoir évoluer. Et voilà, donc on essaye d'apporter le mieux possible à nos enfants. Bon, en tout cas, c'était un échange très riche, très très riche. Moi, j'ai appris plein de choses. Qu'est-ce que vous pourriez partager pour terminer cet épisode, Vincent, aux auditrices, aux auditeurs du podcast Tous en Selle? Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer? Bah, vous avez choisi le bon sport. Non, on a un sport qui est merveilleux, qui encore développe des émotions incroyables, et on a une génération de coureurs. Voilà, souvent, hein, les anciens, ils disent ouais, non, mais le vélo maintenant. Non, les jeunes coureurs, ils sont formidables. Ils sont formidables, ils s'investissent. Je pense que c'est presque plus dur de faire du vélo aujourd'hui parce que l'engagement, il est total. Ils ont pas de moment de répit, que ce soit sur les entraînements, sur la nutrition, sur tous les éléments. Voilà, donc c'est un beau sport. Je pense que c'est un sport qui gagne à tous les échelons. On gagne en nombre de gens qui pratiquent le vélo. Il y a énormément de gens, et notamment de jeunes femmes, qui font du vélo. On se rend compte que c'est un sport qui fait du bien à la santé. C'est un sport qui est suivi sur le plan mondial. Le cyclisme féminin se développe énormément. Donc, je pense qu'on a plein d'atouts. Dans les couches sociales, c'est pareil. Avant, c'était un sport qui était réservé plutôt, on va dire, sur les ouvriers ou autres. Aujourd'hui, on sait que les gens à la City, à Londres, entre midi et deux, vont faire du vélo. C'est sûr. Donc, c'est un sport qui permet de partager. Il n'y a plus d'échelle sociale quand on fait du vélo. On a tous mal aux pattes. On peut monter un col et on est tous égaux. Donc, c'est un beau sport. Donc, merci de nous suivre. Continuez. Faites des émules parce que, comme tous les sports, on veut gagner des parts de marché. Et non, je suis fier, de ça. Après, voilà, on a ce projet, ma petite entreprise Équipe Cycliste. S'il y a des entrepreneurs qui aiment le sport, qui aiment le vélo, venez nous accompagner parce que là, encore une fois, pour moi, c'est un nouveau projet. Les gens qui sont à l'origine de ce projet sont des gens bien. Ce sont des entrepreneurs qui font ça aussi parce qu'ils aiment le sport. Si on peut réussir à faire partir une équipe en 2026, ce serait sympa. Ouais. Bon, en tout cas, bravo, merci pour le temps consacré, merci pour les émotions, puisque c'est vous aussi qui avez généré à travers les coureurs, mais toutes ces émotions qu'on a pu vivre en tant que spectateurs, téléspectateurs au bord de la route. Donc un grand merci, et puis tout le meilleur pour la suite de ces beaux projets. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous.